Bonjour Diane Meur. La carte des Mendelssohn est votre 5e roman. Vous nous en parlez aujourd'hui. Merci. Il est paru chez Sabine Vespizer éditeur. Ce roman est l'histoire d'une femme, la narratrice, qui fait un travail de recherche sur la famille Mendelssohn afin d'en écrire l'histoire. Sujet qui a l'air simple, mais le projet se complique au fil des recherches de la narratrice. Les sujets se multiplient, le récit explose, c'est un feu d'artifice. Et la narratrice, elle, est au bord de l'implosion. Est-ce que ce petit résumé vous convient ? Oui, tout à fait. Je dois quand même préciser que la narratrice, c'est vraiment moi, ce qui est pas très... Enfin, c'est pas banal quoi, dans un projet d'écriture. J'ai vraiment pris la parole en tant qu'auteur. Et l'explosion ou l'implosion s'est faite de manière tout à fait imprévue. Au début, ça devait être vraiment l'histoire assez sage d'une famille allemande, quoi, au tournant du 18e et du 19e. Mais quand je me suis rendu compte à quel point cette famille était ramifiée, s'étalait sur... enfin disons, pour le faire court sur la terre entière, il a fallu que je suive la structure comme ça, en réseau de ce développement familial, ce qui posait des problèmes de narration et même de discipline de travail tout à fait extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me mettre en scène dans le roman, parce que il me semblait que c'était plus pédagogique pour le lecteur, pour qu'il arrive à suivre l'histoire que je lui racontais. Il fallait que je me mette en scène dedans, ce qui était une façon aussi d'attirer le lecteur à l'intérieur. Il devient une sorte de témoin, amusé, j'espère, diverti, un petit peu perdu dans cette forêt gigantesque de la famille Mendelssohn. Voilà, donc je pense que c'est un roman qui est très vivant de ce point de vue-là. Oui, il y a une distanciation, le fait que vous interveniez, que vous vous adressiez directement au lecteur. Est-ce que vous le vouliez est-ce que vous la vouliez, cette distanciation à l'origine, ou est-ce que c'est aussi venu au fil de l'écriture ? Oui, c'est venu au fil de l'écriture, un peu par une sorte de pragmatisme. Je me disais, mais comment faire mais le but n'était pas une distanciation, au contraire, en fait. C'était pour que le lecteur mesure qu'en fait, cette histoire d'une famille poussée dans toutes ses ramifications, c'est un peu la sienne, parce que finalement, l'humanité est comme une toile qui s'entrecroise à l'infini, et que ce genre d'histoire, il pourrait très bien se retrouver lui-même dedans. Et donc, c'était au contraire pour opérer une sorte de rapprochement, que le lecteur se sente vraiment pris à partie, et puis peu à peu pris dans la partie. Pourquoi avez-vous fait le choix de cette famille Mendelssohn pour en faire votre récit ? Alors, pour reprendre les choses dans la chronologie, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Je n'ai pas eu l'intention de faire l'histoire d'une famille, et puis après je me suis dit laquelle je vais prendre. Non, au départ, j'étais fascinée par cette figure du philosophe des Lumières, Moses Mendelssohn, qui est un très beau personnage, quoi, porteur de valeurs et de messages qui, franchement, ont tout intérêt à être entendus aujourd'hui. Enfin, c'est d'une actualité brûlante. Et par son petit-fils, Félix Mendelssohn, qui est sans doute plus connu du public français. Et au départ, je m'intéressais à l'homme de l'entre-deux, quoi, le fils du premier, père du second. Et mon projet de roman, c'était ça. Ce n'était que ça au départ. Je me disais, voilà, je vais faire un roman de filiation, quoi, sur 2-3 générations. Et c'est ensuite, quand j'ai découvert la masse de matériaux, de documents, de lettres, de publications complètement folles, quoi, sur cette famille, que j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir dans tous les sens, dans tous les recoins de cette énorme... oui, c'est une toile, en fait. C'est une toile presque au sens d'Internet, quoi. Avec des liens, des associations, des chemins de traverse. C'était fascinant en soi. L'objet lui-même m'a attiré au point que j'ai eu besoin de le dessiner, de le tracer, d'où la carte des Mendelssohn, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est aussi un objet réel, fait avec du papier, des ciseaux, des petites étiquettes, des noms, des dates de naissance et de mort, de conversion, des codes couleurs pour les religions qui changent. C'est presque une entité, c'est un personnage, cette carte. En tout cas, c'est un lieu. J'avais besoin, comme je l'explique à un moment du livre, j'essaie d'expliquer mes propres problèmes, je n'arrive pas à entrer dans la fiction s'il n'y a pas un lieu. Et là, il y en avait beaucoup trop, en fait, des lieux entre 1729 et 2013, et sur 4 ou 5 continents, on était partout et nulle part. Enfin, donc j'avais besoin de me recentrer quelque part, et ce quelque part, c'était cette carte un peu multicolore, fascinante, en forme de grande spirale, qui devenait un peu ma boussole, quoi, mon centre de gravité.
Cette histoire de la famille Mendelssohn vous amène à développer de nombreux sujets. L'époque des Lumières, vous venez d'en parler, la filiation, l'âge d'or et le déclin d'une famille, les conversions, la question juive, votre affection pour l'Allemagne et Berlin, plus particulièrement. Cette histoire-là n'est-elle pas finalement un prétexte pour raconter la création, pour dire le besoin d'écrire et la difficulté d'écrire? Est-ce que c'est pas ça le cœur du sujet dont vous parlez souvent dans le livre? Je ne sais pas si c'est un prétexte, parce que comme vous l'avez souligné, ce sont vraiment des thèmes qui me tiennent à cœur, dans lesquels je me suis un peu formée. C'est un peu chez moi, en fait, cette période-là, de tout début 19e en Allemagne. Enfin, par mon métier, traductrice de l'allemand, mon goût pour la littérature allemande, c'était vraiment un peu un domaine où je me sentais chez moi. Mais non, la problématique de l'écriture, de la création est venue. J'avais pas du tout prévu au départ d'aborder ces sujets, mais il m'a semblé qu'il faisait sens par rapport à mon thème lui-même, quoi. Parce que, oui, en fait, il est question d'un auteur qui n'arrive pas à se concentrer, qui s'éparpille dans toutes les directions, et finalement, c'était en parfaite cohérence avec mon objet, quoi, mon objet d'étude, qui était cette famille. Une famille, ça se répand, ça s'éparpille, ça se dissémine. C'est l'histoire de la dispersion à travers 3 siècles. Et il y avait une sorte de convergence, quoi, entre mon état d'esprit et mon sujet. Et je me suis dit, bon, ça va être difficile, mais je vais essayer de mettre les deux ensemble. Je vais essayer d'en faire quelque chose de cohérent et d'en tirer non seulement du sens, mais aussi du comique, parce que c'est un roman qui est assez amusant, je pense. Quand on me suit dans mes sauts de puce, mes voyages, quand je retourne à Berlin pour aller voir tel ou tel lieu, j'espère que le lecteur me suit, quoi, qu'il a aussi le plaisir, la découverte. C'est savoureux. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ces passages et l'apparition de vous, donc de la narratrice. Oui, puis ça me permettait de ne pas adopter un ton d'essai ou de biographie, mais au contraire le ton, une espèce de petite voix qu'on a dans sa tête quand on fait des recherches et qu'on se dit oh là là, celui-là vraiment quel Jean foutre. Enfin, bon. On n'écrirait pas ça dans un livre d'histoire sur Frédéric II, mais bon, je lis une anecdote où il se conduit assez mal. Je me dis oh, franchement. Et donc, ça permettait d'adopter un ton très très différent, en fait, un ton beaucoup plus intérieur, un tout petit peu débraillé par moments, quoi. Bon, on se laissait aller à penser des trucs, ou alors des choses du quotidien viennent se mêler à la recherche, et ça a beau être, ça donne peut-être l'impression d'être hors du sujet, mais en fait pas du tout. Je pense que notre vie, elle est faite de tout ça à la fois. Le flux des pensées, parfois, même si on pense à des sujets très sérieux, il peut être infléchi par des circonstances extérieures. Et il me semblait que mettre tout ça comme ça sur la table, ça pouvait faire apparaître des choses qu'on aurait censurées peut-être dans un style ou un ton plus tenu. Il y a un autre sujet qui est très très beau, à mon avis, c'est qu'est-ce qu'être juif, que vous développez tout le long aussi. Oui, alors c'est justement une question qui se pose dans tout le livre. Enfin, il ne s'agit pas que de ça, mais je veux dire, elle continue à être posée à travers les âges, avec des réponses qui sont totalement différentes chaque fois, au point qu'à la fin, on ne sait pas, en fait, qui peut dire qui est juif, surtout entre 33 et 45, c'est très, très... Enfin, les réponses apportées sont d'une diversité inouïe, quoi. Et donc, oui, c'était un des axes du livre, dans la mesure où le fondateur de la lignée, Moses Mendelssohn, c'est vraiment un juif pratiquant. En même temps, c'est aussi un philosophe des Lumières, avec une certaine distance par rapport à la religion, une sorte de volonté de faire en sorte que les différentes religions puissent se tolérer, puissent coexister ensemble dans un seul pays, donc avec certains compromis, pourrait-on dire. Donc voilà, ça c'est le personnage de départ, mais tous ces enfants, ou presque, vont se convertir juste après sa mort. Enfin, ensuite, les enfants des enfants ont des parcours. Enfin, ce qui fait que c'est aussi une histoire des religions, quoi. On a le judaïsme, on a le catholicisme, on a le protestantisme luthérien, mais aussi calviniste. Enfin bon, ça va vraiment de toutes parts. Et je trouvais ça très, à la fois intéressant, mais aussi réconfortant, quoi. C'est roboratif de voir qu'à une époque un peu de conflit, de crispation comme ça, identitaire, interreligieuse, on peut avoir là, je sais pas, une sorte de pensée du multiple, quoi, de la coexistence, des passages de l'un à l'autre, parce qu'en fait il y a beaucoup de passages, beaucoup de personnages passent d'une religion à l'autre, se convertissent parfois plusieurs fois. Tout ça est assez fluide, en fait. De même pour les identités nationales, elles sont très relatives dans le livre, hein. Bon, les frontières bougent en 3 siècles, surtout dans cette partie de l'Europe, les frontières bougent souvent et beaucoup.
Donc il y a une sorte de fluidité de toutes ces catégories un peu qu'on a tendance en ce moment à rendre trop rigides. Une fluidité, je pense qu'il y a quelque chose de joyeusement humaniste, voilà, je dirais ça comme ça. Merci beaucoup Diane Meur d'être venue nous parler de ce Merci livre avec lequel j'ai beaucoup ri, je dois le dire. Je suis contente. Merci.